Merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas, on aura du temps pour que vous puissiez réseauter, même si on a un programme bien dense. Je suis David Perry, président de l'Institut canadien des affaires mondiales. Bien content d'être l'une des trois organisations qui vient préparer le programme d'aujourd'hui. On est très heureux d'avoir plusieurs invités, un beau groupe de conférenciers pour parler de divers enjeux. Merci à ceux qui se joignent à nous en ligne. Très content de vous avoir au minimum des nôtres en ligne. N'hésitez pas aussi, en fait, sachez que l'événement est principalement tenu en anglais. Vous avez l'occasion de vous exprimer en français. Vous pouvez avoir des récepteurs aussi ici à l'entrée et vous pouvez bien sûr poser vos questions dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada. Si vous utilisez les services d'interprétation, il y a un canal pour le français et un pour l'anglais. Alors, comme vous le savez, le monde change et l'agriculture sont en première ligne. Nous voyons des pressions sur les approvisionnements, l'insécurité alimentaire s'accroît et il y a des enjeux commerciaux. En tant qu'exportateur d'aliments, la façon dont le Canada choisira de réagir définira notre place dans le monde. Le Canada a l'occasion de mettre son secteur agroalimentaire sur la voie de la sécurité alimentaire mondiale, mais une stratégie plus ambitieuse s'impose. Ce sont les sujets qui nous amènent à être ici aujourd'hui. Maintenant, avant de plonger, nous souhaitons reconnaître que nous sommes réunis sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Nous remercions toutes les générations du peuple algonquin Anishinaabe qui ont pris soin de ce magnifique territoire. Aussi, avant de commencer, j'aimerais remercier nos généreux commanditaires. Sans eux, bien sûr, cet événement ne serait pas possible. Et on ne pourrait pas être ici, dans un très beau site. Je remercie donc le Global Institute for Food Security, Campotex, les producteurs de grains du Canada, Financement agricole Canada, Canadian Canola Growers Association, Cargill, Corteva, AgriScience et Exportation et Développement Canada. Alors, j'invite Tyler McCann à venir prendre le micro à présent. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. C'est difficile d'être bref lorsque on fait face à des enjeux si complexes. Alors, je remercie nos deux organismes partenaires qui travaillent avec nous, l'ICPA, pour rendre l'événement possible. Beaucoup de choses changent dans le monde sous nos yeux. Ça fait plusieurs années que les changements se multiplient et dans l'agroalimentaire, la cadence du changement s'est multipliée. Il y a l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a réveillé le monde entier par rapport au plan alimentaire. Mais il faut bien se souvenir que l'insécurité ou la sécurité alimentaire, en fait, l'insécurité alimentaire était déjà mise en cause avant l'invasion russe. C'est un enjeu qui requiert notre engagement, celui du Canada et celui de tout le monde. À peu près tous les instituts sonnent l'alarme par rapport aux enjeux de sécurité alimentaire. Quel est le rôle que le Canada est en train de jouer? Quel est le rôle que le Canada peut jouer? Et quel est le rôle que le Canada devrait jouer? Ce sont des questions qui ont besoin d'être répondues. What are we doing? What should we be doing? What can we be doing here in Canada to show leadership around the world? Do we have the right policies, commitments, and tools in place? Alors, avons-nous les politiques en place pour faire face à nos défis? Voilà certaines questions auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui. Je pourrais parler davantage tout à l'heure, mais maintenant, je donne la parole à Claire Citeau. Merci, Tyler. Bienvenue à tout le monde. En effet, merci à nos sponsors, à nos commanditaires, merci à nos panélistes, à nos modérateurs d'être avec nous aujourd'hui et de prendre le temps d'avoir ces discussions importantes en groupe.
Merci aussi à ceux qui travaillent behind the scenes, à toutes les équipes qui font en sorte que nos modérateurs, nos speakers sont ici avec nous et préparés. I'd like to mention that we also have students today from the University of Ottawa. Nous avons aussi des étudiants de l'Université d'Ottawa qui sont ici, qui prendront des notes et qui sont là pour apprendre. Donc, je vous encourage à avoir des conversations avec eux. Comme vous le savez, l'Alliance canadienne agroalimentaire se base, bien sûr, sur le commerce et le libre-échange. Nous sommes un grand exportateur de produits agroalimentaires et nous sommes très fiers de fournir des aliments aux familles canadiennes. Toutefois, il y a des menaces. Vous allez entendre parler de chaînes d'approvisionnement, l'usage aussi de l'OMC à titre d'instrument géopolitique. Je voudrais partager avec vous un chiffre, peut-être deux. Aujourd'hui, 1 personne sur 6 dans le monde dépend du commerce international pour se nourrir. En 2050, ce chiffre-là aura atteint 50%. Today, 1 in 6 people around the world depend on trade to be fed. Aujourd'hui, 1 personne sur 6 dépend du commerce international pour se nourrir. En 2050, ce chiffre sera 1 sur 2. Nous avons besoin de plus et de mieux. Dans le contexte mondialisé d'aujourd'hui, il y a une occasion pour que le Canada réfléchisse à sa place dans le monde, ainsi que le nouveau rôle que nous pourrions jouer si on est prêt à le faire. Les questions donc qui se posent à nous sont: quel rôle souhaitons-nous jouer et comment est-ce qu'on peut remporter la compétition mondiale? J'ai très hâte d'entendre beaucoup de conférenciers aujourd'hui. Les enjeux sont énormes. Et c'est pourquoi la conversation d'aujourd'hui est si importante. J'espère que vous apprécierez la conférence. Merci. Merci. Maintenant, j'invite les premiers participants à s'approcher. Et en passant, il reste quelques sièges ici pour ceux qui n'ont pas trouvé de siège. Alors, je vais vous présenter tout d'abord Erin Gerlach, des producteurs de grains du Canada. Elle va donc être là avec Chris Forbes, sous-ministre de l'Agriculture et agroalimentaire Canada. Je remercie aussi les producteurs de grains du Canada d'avoir commandité cette conversation. Chris Forbes, comme je l'ai dit, est sous-ministre depuis 2017 d'Agriculture et agroalimentaire Canada. Il était auparavant le ministre des Finances en 2016-2017 et auparavant, avant de se joindre au gouvernement fédéral, il a travaillé pour le gouvernement des territoires du Nord-Ouest. Ted Billier est un boursier distingué à CAPI. Il se concentre sur l'innovation dans le secteur public et privé. Il a été aussi chef de la stratégie pour l'ICPA et auparavant a passé 30 ans chez Maple Leaf Foods. Merci beaucoup. Quel plaisir d'être auprès d'un groupe si auguste. Donc, vraiment, vraiment fantastique. J'ai très hâte à notre conversation de ce matin. C'est la première fois, Ted, que je suis avec vous précisément. Et avec Chris, c'est notre deuxième causerie, donc j'ai bien hâte de poursuivre notre conversation. Il y a un article qui a été publié par Charles McNolan il y a quelques semaines. Je pense que c'était vraiment inspirant en vue de notre conversation. Charles McNolan est professeur en matière de commerce international. Et il a mentionné donc le super pouvoir potentiel du Canada en agroalimentaire. On parle de 349 millions de personnes dans 79 pays qui font face à une insécurité alimentaire grave. Ce chiffre est beaucoup plus élevé par rapport à avant la pandémie. Le Canada
voit un potentiel inégalé pour aller exploiter nos ressources et aller nous positionner à titre d'exportateur, donc au 5e rang mondial. Je pense qu'on est au 8e rang en ce moment. Nous voyons donc des enjeux ruraux et le Canada, à titre de pays du G7, a un rôle à jouer. Donc, changer le système et passer au superstatut est un grand défi qui va demander de nouvelles approches. Donc, ma question à vous deux, c'est est-ce que cette crise mondiale a inspiré le gouvernement à réfléchir différemment? Est-ce que le gouvernement reconnaît l'occasion qu'il y a à saisir? Et si oui, qu'est-ce qu'on fait pour positionner le Canada à titre de superpuissance en matière de sécurité alimentaire? Eh bien, je pense qu'il y a, oui, une certaine reconnaissance par rapport à l'industrie alimentaire et bien sûr une contribution à la sécurité alimentaire mondiale. La pandémie, bien sûr, a tout exacerbé, ainsi que l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Je pense qu'il y a des points où on peut s'améliorer. Et je pense qu'il y a des investissements en recherche qui ont été faits avec nos collègues du provincial pour encourager aussi les plus petites entreprises. Et il y a un cadre qui est en place par nos accords de libre-échange comme la TEUM. Vous connaissez bien sûr ces instruments. Donc, je pense qu'on a un cadre en place qu'il faudrait en tirer profit. Je vous dirais, je ne sais pas. Bon, je ne pense pas qu'on voit ça comme un enjeu rural. Je pense que ça fait partie intégrale des occasions à saisir du côté de l'économie canadienne. Donc, on va chercher des super grappes. L'une des 5 sur lesquelles on a travaillé. Donc, l'innovation et l'investissement dans l'industrie des protéines, en fait, c'en est une. Donc, je ne veux pas dire que tout est parfait, mais je pense que oui, il y a quand même un cadre qui est là qui nous aide beaucoup. Merci, Chris. Ted, votre recherche s'est penchée sur la demande alimentaire et par rapport au fait qu'il y a de moins en moins d'exportateurs alimentaires. Donc, il faut réfléchir de manière plus stratégique à tout ça. Qu'est-ce qui change en ce moment et pourquoi avons-nous besoin d'une stratégie et quelle serait cette stratégie? C'est un sujet complexe, assurément. Mais pour poursuivre ce que Chris disait, nous avons les fondements, ils sont posés, mais on n'a pas vraiment de stratégie. Partiellement, cela est dû au fait qu'on n'a jamais vraiment réfléchi à tout ceci en termes d'approvisionnement, d'offre et de la demande. Donc, il s'agit d'une nouvelle ère. Dans ma carrière, on était dans une phase d'abondance, mais on avait trop de nourriture et on ne savait pas comment la vendre. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, ce n'est plus le portrait. Il y a des gens qui sont confus parce que les prix fluctuent, mais graduellement, on en vient à une ère de moindre abondance parce que la demande s'accroît à cause notamment de l'augmentation des revenus, notamment en Asie. Donc, quelle est la région qui produit le plus de nourriture au monde? Très peu, je vous pose la question, très peu de gens connaissent la bonne réponse. Si on divise la planète, eh bien, c'est l'Asie de l'Est, suivie par l'Asie du Sud, et ensuite l'Amérique du Sud, et ensuite l'Amérique du Nord.
Donc, c'est ça le point de vue. Donc, bien sûr, il y a la Corée, Taïwan, le Japon, la Chine. La production alimentaire a doublé dans l'Extrême-Orient, dans l'Asie de l'Est. Donc, on a vraiment une ligne à 45 degrés ici. Il y a d'autres pays qui doublent aussi leur production, mais qui commencent à peine à devenir un importateur net. Et si vous regardez notre stratégie Indo-Pacifique, on se dit que c'est l'Asie du Sud-Est qui est un grand joueur, mais la raison pour laquelle ils ne sont pas des grands importateurs aujourd'hui, c'est parce que leur revenu est contraint dès le moment où la stratégie sur les protéines va être là et que les demandes en protéines vont augmenter, alors on va avoir besoin de beaucoup plus de terre pour faire pousser toute cette nourriture. Donc ça, c'est le fondement. Et si on regarde tout ça de l'autre côté, disons, on se demande, bon, est-ce qu'il y a des vents contraires, des vents de face? Donc, essentiellement, la biodiversité, ça, on en a parlé il y a quelques mois au Canada, surtout. Et la maladie, toutes sortes de maladies. Donc, les choses ne vont pas devenir plus faciles à mesure que le temps passe. Et le dernier point, et on y a fait allusion déjà, la concentration des sources alimentaires. C'est énorme. Si on parle d'exportation, par exemple, réfléchissez à l'exportation nette, parce que c'est ça vraiment qui est commercialisable. Les gens utilisent des embargos lorsque les temps sont difficiles. Donc, il y a quelqu'un qui a créé un calcul. Il faut moins de 6 pays pour produire de 72 à 95 de n'importe quelle marchandise. Et que ce soit le soya, le porc, le bœuf, les produits laitiers, l'orge. Donc seulement 6 pays pour aller remplir le 3/4 ou plus de nos besoins, 72, donc à 95 Donc, quand on y pense de cette manière, est-ce qu'on veut vraiment avoir une stratégie? Et je pense, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais voilà, c'est un peu ça le fondement. Oui, j'aimerais parler aussi des vents contraires. Il y a 2 choses qui sont importantes. 2 rapports de la FAO. L'une vient d'il y a 5 ans, donc par rapport aux zones chaudes. Donc, on parle des répercussions des changements climatiques et les 3 zones qui étaient donc des zones chaudes, c'était en Inde, en Chine et aux États-Unis, dans certaines régions de ces 3 pays. Donc, il s'agit d'endroits où les producteurs feront face en fait, à de grandes répercussions. Le deuxième rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, donc la FAO, c'est par rapport à l'atténuation et l'adaptation climatique, donc les émissions et leur intensité. Il y a des grands défis là d'un point de vue d'innovation. Il faut augmenter notre rendement en agriculture encore plus. Et en même temps, il faut aussi augmenter notre efficience en matière de gaz à effet de serre. Donc, il y a certainement beaucoup de vents contraires ici. Oui, effectivement, c'est tout à fait vrai.
avec un rapport en particulier, c'est vraiment, ça fait peur, c'est bouleversant. Il faut vraiment qu'on accélère la cadence si on veut nourrir tout le monde et on voit le contraire se produire. L'innovation ralentit, la cadence ralentit. Donc ça nous force un peu à réfléchir. Où seront ces grands sauts? Où est-ce que nous devons concentrer nos meilleures innovations et nos meilleurs cerveaux? Oui, on va décortiquer un peu tout ça. On va parler un peu de ces vents contraires et d'exemples de ce qui se fait par rapport à l'innovation, mais aussi par rapport à comment on rencontre nos objectifs climatiques tout en produisant plus de nourriture. Donc, je pense que c'est un vent contraire. Et il y a des gens qui reconnaissent, bien sûr, que c'est une grande préoccupation, la durabilité, l'environnement, tout ça. Et on peut jouer un rôle ici pour atténuer les effets du changement climatique. On veut s'assurer que nos exploitations soient efficientes, tout ça. Et je vois, oui, ces campagnes, par exemple, Net Zéro, donc la carboneutralité, qui vient, je pense, des producteurs de grains du Canada, parce que les producteurs canadiens savent qu'il y a plus à faire. Et l'une des grandes questions que nous nous posons est comment le gouvernement fait face à cette responsabilité, donc comme quoi on joue notre rôle pour les gens qui ont faim partout au monde, et comment est-ce qu'on fait converger ça avec nos objectifs climatiques. Donc, est-ce qu'on comprend vraiment bien qu'est-ce que c'est que la répercussion du rendement sur nos politiques? Chris, je commence avec vous. Oui, alors la façon dont ça a été approché, disons, c'est qu'on commence en se basant sur la science, sur ce qui est faisable. On essaie d'éviter d'aller du côté d'aspiration vaporeuse. On veut être concret parce que c'est très important d'être concret. Donc, ce qui fonctionne dans l'Est, dans l'Ouest, au Québec, en Ontario versus d'autres provinces. Il faut réfléchir aux réalités aussi, à différentes cultures, différentes marchandises. Donc, nous, on est très chanceux. On a des centres de recherche que vous connaissez probablement. Et les gens ont une excellente compréhension des conditions climatiques, régionales et des pratiques agroalimentaires. Donc, que ce soit avec nos programmes comme Beyond Farming Climate Action, dans notre travail avec plusieurs organismes, ce qu'on nous dit, c'est qu'est-ce qui est faisable à court terme et quels sont les taux d'adhésion aussi qui sont envisageables. On ne s'attend pas à 100% d'adhésion, hein? C'est évident. On ne se rendra pas à 100% pour bien des choses. Donc, comment mettre de l'avant des cibles raisonnables? Et ensuite, l'autre question, c'est comment est-ce qu'on s'arrange pour avoir des programmes en place, des incitatifs financiers, par exemple. On a bien sûr des bons partenariats avec les provinces, notamment avec la New Sustainable Partnership. Donc, on se concentre sur ce qui est pragmatique ici. Il faut avoir tout ça en tête. Et il faut augmenter le rendement aussi. Donc, on n'en est pas à un point où on va dire il faut couper le rendement, produire moins pour produire moins de gaz à effet de serre. Non. Il faut se demander quelles sont les pratiques exemplaires. Qu'est-ce que la science nous dit qui sera adoptable sur les deux fronts? Donc, c'est là l'approche que l'on prend. Ted, anything to add with respect to how we sort of square
Ted, as-tu quelque chose à ajouter par rapport à cadrer nos besoins d'aborder la crise mondiale? Je ne pense pas que ça soit très profond, mais ce que je vais suggérer est que notre cible, si nous regardons vraiment ce qui se passe au niveau mondial et non seulement comment les choses vont pour nous, il nous faut rester vraiment axés à assurer qu'on ne fasse pas de tort, tandis que nous faisons du bien côté climatique. La raison pour laquelle je le dis est parce que n'importe ce que nous ne produisons pas va être produit quelque part où l'on aura une intensité carbone beaucoup plus élevée qui sera bien pire pour tout le monde. Donc, je ne pense pas qu'Agriculture Canada ait la faute du tout, mais en tant que Canadiens, quand nous décidons de faire du bien et nous voulons avoir un bon aspect, parfois cela est un obstacle pour faire les choses correctes. C'est un sujet de controverse, mais plus ou moins la même chose. Le fait qu'on a dit aux Japonais qu'on ne va pas leur vendre du gaz naturel, mais ils peuvent s'arranger avec le charbon, ça serait la même chose si on réduisait notre production. Donc, moi, ce que je voudrais est de mettre davantage d'efforts dans la catégorie de l'innovation, donner aux gens de Chris l'argent pour gérer les installations d'innovation pour lesquelles il a la science et axer tout cela à ce qui est bon pour les récoltes canadiennes dans ces régions. Si vous reculez dans l'histoire, les plus grands succès qu'on a célébrés, le canola. Comment avons-nous obtenu le canola? En fait, on a fait un effort national. Non seulement les organismes des agriculteurs, de recherche, les universités, mais des entreprises comme la mienne, Canada Packers, mais il a fallu tout simplement qu'on peaufine les choses pour arriver à une marge et des choses de ce genre. Ce fut un effort au niveau national. On ne fait plus des choses de ce genre, donc mon vote serait de mettre l'argent là où nous sommes sûrs qu'on a l'innovation pour propulser la productivité de ce que nous avons, parce qu'autrement, le monde sera dans une situation bien pire. On va perdre davantage l'Amazon. Je suis content de prendre l'argent, moi, donc l'offre est fantastique. L'autre chose que je voudrais dire là-dessus, en ce qui concerne la pratique en dehors du Canada, que tu as mentionné, qu'il existe un effort énorme ici pour assurer que nous nous axons dans la mesure que nous pouvons d'améliorer les pratiques environnementales. Nous le faisons comme une partie du travail des agriculteurs plutôt. On fait l'exportation de nos idées et de nos pratiques et nous pouvons le faire à travers la collaboration internationale. Et cela du côté de la productivité et du côté de l'environnement. Et nous devrions être ouverts à apprendre aussi d'autres personnes du monde et voir ce que les autres sont en train de faire. Quelques-unes des choses qu'on a faites, qui n'étaient pas vraiment de la science, mais plutôt parce que c'était bon pour les agriculteurs. Elles n'ont pas commencé dans un labo. Ce n'était pas les pratiques agricoles sans préparation du sol, par exemple. Les choses de base étaient là pour les agriculteurs et dans le monde, on a des agriculteurs qui essaient de voir quoi faire et on peut apprendre de ce qu'ils font aussi. Et nous ne sommes pas parfaits dans quelques-unes des choses que nous faisons côté agriculture. Si nous y pensons, c'est vraiment un échange avec l'environnement. C'est un compromis.
Mais la collaboration est importante et je pense que cela commence à se passer même dans des pays où on ne penserait pas que cela pourrait avoir lieu. Les gens comprennent que l'environnement est un enjeu. Si on vit dans une ville où l'on ne peut pas respirer l'air, parfois, ben, ça change votre façon de penser. Est-ce que je peux continuer un peu en dehors de ce qui était planifié? OK? Qu'est-ce qui était planifié? Bon, il y a 20 pages qui avaient été planifiées. En tout cas, dans ce sens-là, l'une des choses qu'on a fait, l'un de nos sous-ministres adjoints nous a parlé de ce labo vivant et ce que j'aime là-dessus, et je pense que la plupart des gens en salle s'y connaissent, c'est là où la science a lieu dans le domaine actif de production et non pas dans la recherche, non pas dans les labos. Ça se passe sur une ferme où l'on travaille. Et ce que j'aime là-dessus, et le côté régional, c'est-à-dire quels sont les enjeux auxquels nous faisons face, à quoi font face les producteurs quand ils font face à ce défi et que voient-ils comme solution potentielle et comment nous rassembler avec eux pour voir que les choses aient lieu de façon tangible et adoptable. Je pense que ceci est important ici, mais aussi au niveau international parce que, comme tu l'as dit, c'est un défi compliqué. Parfois, on aime entendre ce que le gouvernement pense qu'on devrait faire, mais c'est bon pour nous d'entendre les producteurs aussi. Ceci est le problème auquel nous faisons face dans une région. Comment attaquer ce problème? Bon, on a parlé de différents volets concernant l'innovation et j'ai une autre question concernant ce sujet. Et Chris, je sais que tu as des questions concernant l'innovation aussi. Parlons du rôle du gouvernement. J'ai participé à un petit déjeuner il y a quelques semaines. Il y a des collègues ici qui étaient avec moi et on a eu une conversation sur la réaction des G7 à la crise alimentaire mondiale et on a parlé du rôle qu'aurait le Canada du point de vue de notre contribution à cette crise. Que pouvons-nous faire? Et on a parlé de différents volets ou secteurs autour de la table et du point de vue de la perspective de tout le monde, c'était la même réponse. Innovation, innovation, innovation. Ça serait la clé pour déverrouiller les choses au Canada et la contribution pour résoudre cette crise alimentaire mondiale. Donc, la question que j'ai à vous poser, et ce n'est pas simple, est quelle est la valeur que ce gouvernement place sur l'innovation dans le secteur de l'agriculture? Et Chris, je ne vais pas faire que les choses soient faciles pour toi parce que je vais suggérer que ce gouvernement a des points de vue mixtes par rapport à ce sujet. On n'a pas encore soulevé des obstacles, on a la stratégie sur l'agriculture durable et cependant, on a la SIA qui est en train d'être très lente par rapport à la modernisation et nous pensons que c'est dû à des considérations politiques. Et finalement, je devrais mentionner l'un des enjeux les plus pressants pour les agriculteurs canadiens, c'est l'accès aux terres de récolte. On n'a jamais vu de pesticides qui posent tellement de problèmes comme ce qu'on a maintenant pour les agriculteurs canadiens. Alors, les agriculteurs ont des inquiétudes par rapport au secteur et je veux vous demander d'en parler spécifiquement, mais peut-être ces exemples pourraient vous aider à donner des réponses. OK. Tu as dit que ça ne serait pas facile, n'est-ce pas? Écoutez, j'ai une ou deux idées et quand je regarde nos programmes, je reviendrai à ce que tu as dit dans un instant, mais quand je regarde à ce à quoi est axé l'AAC et ce que font nos collègues provinciaux, je pense qu'on est très axé sur l'innovation. On peut discuter de l'allocation des choses. Le partenariat en agriculture est très axé sur la recherche, l'innovation, l'adoption et
si on met davantage d'argent dedans, et Ted a dit qu'il allait donner davantage d'argent, mais on peut dire qu'on est axé sur cela comme chose primaire. C'est ce que nos chercheurs sont en train de faire. Si on regarde nos programmes indépendants sur, par exemple, la technologie verte et autres, je pense qu'on est axé sur l'innovation. Regardez mes collègues dans le ministère de l'Innovation, il ne faut pas parler de tous les programmes qu'ils ont. Je pourrais les énumérer, mais sans doute, il y a de l'importance à être axé là-dessus. Le côté spécifique de ces enjeux réglementaires, si je puis le dire de cette façon, sont que, bon, selon mon expérience de 5 ans en tant que sous-ministre du système de l'agriculture, est que les changements de réglementation ne sont jamais aussi rapides que nécessaire pour l'industrie. C'est mon expérience. Je vais le dire et j'espère que cela ne pose pas une controverse. On peut rentrer dans le rythme avec lequel nous travaillons, on peut regarder le rythme du changement, le rythme de la prise de décision. On en parle de façon régulière. Notre système de réglementation, allègerai-je, en général, dessert le secteur agricole et alimentaire très bien. On a parlé de la réputation que nous avons dans le monde, on a parlé du succès que nous avons, on est connu pour avoir des aliments de haute qualité et je pense, si je prends la SIA, je peux contester le point qui indique qu'ils sont un peu lents, mais je dirais que la SIA, son travail ici et à l'étranger est une base clé pour le succès du secteur dans les marchés mondiaux. Sans la SIA, on n'aurait pas ces marchés, c'est certain. Bon, j'évite de répondre tes 3 points jusqu'à présent, mais j'y arriverai. Bien évidemment, je ne suis pas une entité de réglementation, mais bien évidemment, une partie de ces choses implique la diligence due et parfois les choses ne sont pas claires. Et de temps en temps, on a des enjeux de perception qui surgissent et des interactions entre les entités réglementées et l'entité de réglementation. Donc, on voudrait qu'on ait la finalisation des lignes directrices. On voudrait que la SIA le fasse. On voudrait peut-être que ça se fasse plus rapidement, mais bon, c'est le rythme. J'oublie quels étaient les autres enjeux. Maintenant, je ne peux pas discuter de la science avec l'ARLA, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, mais ils ont le mandat. On peut parler des résultats, mais ils ont pris des décisions fondées sur la science qu'ils ont vue et bien évidemment, dans notre rôle, l'une des choses que nous essayons de faire est d'assurer que l'information, dans ce cas-ci, l'ARLA, est de l'information concernant l'incidence sur le secteur et le secteur comprenne ce que l'ARLA essaie de faire. Est-ce qu'on le fait de façon parfaite? Peut-être pas, mais c'est un enjeu de réglementation. Pas toutes les décisions de réglementation seront populaires ou utiles pour les parties prenantes, mais les entités de réglementation doivent équilibrer le besoin d'avoir une sécurité alimentaire et de la santé avec le côté économique, n'est-ce pas? Je pense toujours qu'on peut mieux faire. Je n'essaie pas de contester ce point, mais il s'agit d'enjeux auxquels nous essayons de travailler. Je pense que quand on pense, c'est-à-dire, je ne suis pas sûr que le système de réglementation en général, c'est-à-dire, il pourrait mieux faire, mais si l'on revient à la question, est-ce que ça fonctionne pour ce secteur et pour les Canadiens, je dirais que cela fait une bonne job, dirais-je. Que penses-tu de ton côté, Ted? Ben, je pense que Chris a bien parlé, mais l'une des choses auxquelles je voudrais m'axer est qu'on a dépensé du bon argent dans des choses comme le PIC. Une partie de cette discussion, je pense,
est spécial au Canada et d'autres fournisseurs de produits de base. Dans de différents pays, on ajoute de la valeur à ces produits de base et ils sont plus proches aux consommateurs. On est tellement axé sur les produits de base qu'on pense du point de vue des produits de base. Et quand on traite les choses, on réalise que les consommateurs, c'est eux qui établissent le programme. Donc, concernant les questions de réglementation, il faut faire attention parce que les consommateurs peuvent enlever la seule chose qui tuerait les produits de base, c'est-à-dire l'accès. L'accès à des pays est quelque chose d'essentiel. Beaucoup de produits représentés dans cette salle ont passé par des problèmes d'accès et si l'on veut arriver à une chose qu'on ne peut pas résoudre, il faut inclure les consommateurs. Je vais arrêter là parce que je pense que c'est la composante essentielle. Il faut maintenir l'accès. Et tu es correct. En général, les gens donnent de bonnes notes côté santé et sécurité et généralement, on n'a pas de problème d'accès là-dessus. Mais c'est certain que cela pourrait avoir lieu demain. Moi, l'argent, je le veux encore. On veut améliorer les choses. Je veux être clair. On peut toujours mieux faire les choses, c'est certain. J'ai encore une ou deux questions concernant notre présence sur la scène internationale et des questions supplémentaires concernant l'innovation. Donc, laissons cela pour la fin. Donc, si vous avez des questions à leur poser, préparez-les et après cela, vous aurez l'occasion de poser vos questions. En ce qui concerne le rôle du Canada sur la scène internationale, on est impliqué à tous ces forums internationaux. On a des conversations avec des partenaires internationaux. On sait que le Canada tout seul ne peut pas résoudre la crise climatique. Donc, on a toutes ces cibles mondiales collectives. Alors, Chris, est-ce qu'on utilise vraiment ces forums internationaux pour positionner le Canada comme leader? On parle déjà des choses novatrices que nous sommes en train de faire au Canada autour de l'agriculture, les pratiques, l'innovation, la recherche, le transfert des connaissances tellement important parce que c'est un autre rôle important que je pense que le Canada peut jouer sur la scène internationale, pratiquer nos pratiques d'excellence. Et je veux savoir dans quelle mesure on est en train d'avoir ce genre de conversation. Bien, la réponse est oui. Et je vais peut-être m'éloigner un tout petit peu de la question. Tout d'abord, quand on parle de l'engagement international, nous pensons à l'Organisation mondiale du travail. Quelqu'un a fait un commentaire au début par rapport aux défis et le système international de commerce. Pour nous, c'est quelque chose de clé du point de vue d'exprimer nos perspectives, de trouver des partenaires, de nous impliquer et promouvoir un commerce fondé sur la science. Le deuxième point est que nous avons certainement fait davantage d'efforts concernant que Ted a mentionné sur les consommateurs à travers quelques-uns de nos accords commerciaux, non seulement parler d'accès au marché, mais aussi expliquer les normes environnementales élevées que nous et nos producteurs avons. Expliquer davantage comment les aliments sont faits au Canada et je pense que surtout en Europe, un défi difficile, comment expliquer aux gens sur le terrain ce qui se passe, quelle est la réalité au Canada. Et cela revient à partager de l'information scientifique, non seulement former les gens sur ce que nous faisons. Et je pense qu'on a cette collaboration scientifique dans des domaines comme les labos vivants, où l'on fait de la recherche au niveau mondial comme façon de gérer la sécurité alimentaire, mais aussi pour développer de bonnes pratiques alimentaires. Donc, les canaux multiples à travers lesquels nous travaillons, je pense que c'est essentiel au niveau environnemental, mais aussi du côté économique, côté innovation et côté sécurité alimentaire aussi. Ah,
je voulais te donner de l'eau. Je deviens très sensible quand on parle de ces sujets. Bon, une question finale autour du commerce et après, je vous reviendrai. Je veux mentionner l'article, encore une fois, que j'ai lu de Charles Macmillan parce qu'il a mis plusieurs recommandations de ce qu'il pense sur ce que le Canada et son gouvernement devraient faire dans le monde. Et il a dit que la promotion du commerce devrait être la cible principale des ministères d'agriculture et inclure des jalons où l'on a une production qui est faible. Donc, du côté de la promotion commerciale, je voudrais que vous parliez de ce que le gouvernement canadien fait déjà et ce que le gouvernement canadien devrait faire encore dans ce domaine. Ted, voudrais-tu réagir? Bon, je vais essayer de voir comment le dire. Je ne veux pas le dire de façon incorrecte. La promotion commerciale est quelque chose d'important, mais ce n'est pas du tout aussi important que l'accès. Pourquoi dirais-je cela? Parce que quand nous commençons aujourd'hui, on est grandement, non pas totalement, mais grandement et malheureusement, grandement, un fournisseur de produits de base. Il nous faut migrer davantage vers être un fournisseur d'ingrédients ou un fournisseur de produits finaux pour pouvoir utiliser l'idée de la promotion de meilleure façon. Parce que quand on fait la promotion, par exemple, du blé, qui est en train de l'acheter? N'est pas un consommateur, c'est un acheteur avec beaucoup de connaissances de l'autre côté. Même chose avec le canola. C'est les experts. Un ami ici du Japon vous dirait que j'ai passé une grande partie de ma carrière là-bas et je n'ai jamais connu de gens qui étaient de meilleurs experts concernant le produit en soi. Donc, moi, je rentre en salle avec beaucoup de respect pour l'acheteur. Il ne fallait pas en faire la promotion, mais si on achète, si on parle avec les consommateurs, alors il faut parler des choses que veulent les consommateurs. Ils ne vont pas acheter le blé. Ils ne vont pas dire aux fabricants, je veux mon pain avec du blé canadien seulement. Donc, il faut penser à ce que cela veut dire quand on parle de cela et je pense que l'auteur doit repenser aux choses. J'aimerais bien qu'on soit en position de faire davantage là-dessus. Et un autre problème est qu'on n'a pas d'échelle au Canada dans nos entreprises de transformation. Donc, nous exportons les produits de base et on fait l'importation des produits à valeur ajoutée. Donc, c'est là où nous devons parler de la promotion. Moi, je dépenserai l'argent de promotion sur l'accès pour assurer que les marchés soient ouverts pour nous, parce que là, ça va bien se passer. L'acheteur sait que le blé canadien est meilleur, il sait que le porc canadien est meilleur. Le seul problème que j'ai eu au Japon, c'est le jour où Ito Yukato, le président, est venu me parler. Il a dit, vos produits de marque, parce que Aliments Maple Leaf étaient les seuls. C'était écrit partout, le porc danois, par exemple. Mais il m'a dit, votre produit se vend si bien à Tokyo que je vais vous donner tout le Japon. Ce fut le pire des jours dans ma carrière. J'ai dit, moi, je ne peux pas approvisionner tout le Japon, c'est impossible. Et il y avait tout ce côté de promotion. Il faut faire attention par rapport à comment nous abordons ce sujet et penser à profondeur là-dessus. Donc, je vais arrêter là et c'est ton tour. Eh bien, quelle belle réponse! Non, je pense que ces points sont très importants. Je n'ai pas beaucoup à ajouter, mais si j'ajoute quelque chose où je parle tout simplement un peu du tout, et que l'un des défis côté le gouvernement et sa perspective est que si l'on regarde la salle pleine d'entreprises alimentaires, de groupes de produits de base, de parties prenantes, leurs objectifs sur le marché sont si divers et l'un des défis est comment prioriser les choses concernant
le commentaire que tu as fait par rapport à la stratégie, n'est-ce pas? Si on faisait un sondage des personnes en agriculture, on aurait 40 domaines de priorité qui surgiraient. Alors, en tant que pays, comment le faire? Et je pense que ce que tu as dit concernant la promotion et l'accès est quelque chose de très important, c'est-à-dire comment nous assurer une partie des choses est à nous de le faire, mais je pense que notre groupe de parties prenantes est tellement divers que la question se pose, que veulent tes membres? Que voulait Aliment Maple Leaf? C'est quelque chose de très différent, n'est-ce pas? Je voudrais ajouter un point de plus. C'est important, oui, que les gens, de façon élargie, comprennent les bonnes choses que nous faisons, oui, mais je ne suis pas sûre tout simplement par rapport à comment le faire, parce que si on regarde tous nos grains, tout le monde sait qu'on est un fournisseur à résidus faibles. Mais un jour, les résidus auront plus d'incidence sur les gens, surtout, par exemple, le meilleur exemple que j'ai à fournir est celui du gouvernement chinois qui a publié des statistiques autour de la quantité de résidus qu'on a dans leur blé. Et une partie de cela est vraiment quelque chose qui ne peut être manger parce qu'on a beaucoup de métaux, ce n'est pas comestible. Et donc, la raison en est l'hiver. L'hiver prend soin de beaucoup de nos enjeux en matière de résidus. On ne doit pas utiliser de produits chimiques. Côté porc, on a quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et le producteur le plus grand du porc, c'est la Chine, et ils ne peuvent pas le faire sans les antibiotiques. On ne peut pas développer ou bâtir plutôt des gratte-ciel et ne pas utiliser d'antibiotiques. Ça ne fonctionne pas. Alors, beaucoup de choses que nous faisons ici et nous produisons beaucoup de choses à résidus faibles, beaucoup de choses desquelles nous pouvons parler, y compris une empreinte à faible carbone côté intensité. J'aimerais bien qu'on en parle davantage comme point de repère. Et je pense qu'il faudrait qu'on publie nos points de repère. Mais c'est le genre de promotion qui pourrait affecter l'acheteur parce que le consommateur va commencer à poser des questions qu'il devrait poser aujourd'hui et ne le font pas dans quelques-uns de ces pays. Et quelques-uns de ces pays ne peuvent pas faire ces choses, donc ils ne veulent pas en parler. Donc, je pense que c'est le genre de promotion qui est plus utile. Il ne s'agit pas d'aller à une foire d'exposants et donner des soupers aux clients. C'est important, mais ce n'est pas cela. Il faudrait penser à comment impliquer ces étalons. David est quelque part ici en salle. Je pense que Tyler pourrait vous parler davantage sur les exercices où l'on établit des points de référence et je pense que c'est très important. Merci. Ceci fut une belle discussion. Je pense qu'on a le temps pour une ou deux questions. C'est ce que dit ma montre. Oui, on a 1 ou 2 minutes. Est-ce qu'on a quelqu'un parmi le public qui voudrait poser une question? Veuillez aller au micro. Howard, c'est à toi. Bon matin. Howard Maines. Moi, j'ai une question très simple. En 1995, désolé, inaudible, 2012, le ministre de l'Agriculture, désolé, inaudible, et 3 ans plus tard, on veut savoir que voudrait-on voir côté changement aux politiques élargies dans l'échelle du Conseil du blé. 3 ans à partir d'aujourd'hui. Je pense que c'est à toi qui pose la question. Bon, ben voilà. Alors, si on va à ce niveau-là, quel est l'enjeu stratégique clé
qui va limiter la production agricole au Canada et c'est presque garanti. Là, on peut commencer à développer les politiques publiques par rapport à comment le prévenir. Mais il y en a une, c'est le phosphate. On ne peut pas le faire sans cela et on ne peut pas dépendre sur l'importation de l'Afrique du Nord pour toujours. Donc, moi, je changerais la discussion des engrais à l'azote. Il vaut mieux avoir une source de phosphate et cette source de phosphate est disponible, mais nous ne comprenons pas comment recycler le plastique. On le met dans les océans et essentiellement, on détruit les océans. Mais comment faire croître les cultures sans cela? C'est la grande question concernant le transport. Dans un pays qui dépend du transport, il y a un grand enjeu de politique. Désolé, inaudible. Le gouvernement désolé, inaudible, l'interprète s'excuse. Quelle industrie est pénalisée? C'est notre industrie. Donc, il existe des questions stratégiques qui doivent être résolues et le transport en est une. Pouvoir développer des aliments, c'est l'un des enjeux, mais on a beaucoup d'enjeux côté dépenses. Désolé, inaudible. J'évitais cette question parce que comme sous-ministre, je me suis dit, je ne vais pas faire de commentaires. Mais si je mets les jokes de côté, je pense qu'on est passé par beaucoup d'enjeux aujourd'hui. Je ne suis pas sûre que j'ai une seule chose que je voudrais considérer le défi principal et beaucoup de choses dépendent de ce que le secteur pense qu'il a besoin pour réussir en 10 ans, n'est-ce pas? Je ne te pose pas à toi la question parce que d'autres pourraient vouloir répondre, mais veuillez me rejoindre à remercier les participants à la table ronde.